Salut! Si t'es plutôt jeune, comme moi, ou que tout simplement t'aimes bien les bons films, t'as certainement déjà vu le premier Jurassic Park, celui de 1993. Dans ce film, Ian Malcolm, qui est interprété par Jeff Goldblum, joue le rôle d'un mathématicien, ou plus précisément d'un chaoticien. Faudra vous habituer au professeur Malcolm. Il souffre d'un déplorable excès de personnalité, surtout pour un mathématicien. Chaoticien en réalité. Et personnellement, à l'époque, j'avais rien compris à ses explications sur ce qu'était le chaos. À cause du comportement du système dans l'espace des phases? Non, les équations non linéaires. Les attractions anormales. Qu'est-ce que ça signifie? Purement et simplement de l'imprévisibilité dans les systèmes complexes. L'exemple type est l'effet papillon. Un papillon qui bat des ailes à Pékin peut amener la pluie à la place du soleil à New York. Et voilà, encore un exemple. Et je me retrouve tout seul là, et je me parle tout seul. C'est ça, la théorie du chaos. Bon, en même temps, j'avais 12 ans à l'époque quand le film est sorti. Et depuis, j'ai un peu étudié le chaos. Et je me suis rendu compte que le chaos, au sens mathématique du terme, c'est quelque chose qui nous entoure beaucoup plus que ce qu'on imagine, et notamment dans les systèmes écologiques et dans la dynamique des populations. Pour arriver à expliquer et éventuellement prédire la dynamique d'une population, on va utiliser des modèles mathématiques et informatiques. Alors il va y avoir un peu de maths, mais pars pas tout de suite, tu vas voir, je vais t'expliquer ça simplement. On va prendre une population donnée qu'on va représenter par la variable P. Et donc à l'instant T, ma population P a une valeur P de T. Et cette population ne va pas être statique, mais évoluer dans le temps, au fur et à mesure des naissances et des décès. On peut donc mettre un débit entrant sur notre réservoir qui représente les naissances et un débit sortant qui représente les décès. Et on peut nommer le nombre de naissances grand N et le nombre de décès grand D. Donc si on prend une année comme unité de temps, ma population l'année suivante, P de T plus 1, est égale à ma population à l'année T, c'est-à-dire P de T, plus les naissances à l'année T, N de T, moins les décès de cette année, D de T. Maintenant, il faut qu'on estime le nombre de naissances et de décès par an. Un modèle très simple, c'est de considérer que le taux de naissance et de décès, c'est-à-dire le nombre de naissances et de décès par individu, reste constant au cours du temps. Et si ces taux sont constants, c'est-à-dire indépendants de la taille totale de ma population, le nombre total de naissances et de décès, lui, ne va pas être constant. Si chaque individu fait le même nombre de bébés par an, plus ma population est importante, plus j'aurai de naissances. Et de la même façon, plus j'aurai de décès. Si j'appelle le taux de naissance petit n et le taux de décès petit d, j'ai donc un nombre de naissances pour l'année t, n de t, égale petit n fois p de t. Et de la même façon, le nombre de décès à l'année t, d de t, égale petit d fois p de t. Et n-d, c'est ce qu'on appelle le taux de croissance de la population par individu, qu'on note R en général. J'ai donc une petite équation toute simple qui me permet de simuler l'évolution d'une population au cours du temps. P de t plus 1 égale 1 plus R fois P de t. Si R égale 0, j'ai autant de naissances que de décès par an, et donc ma population ne bouge pas et reste constante. En d'autres termes, si on considère qu'un individu a une espérance d'1 an, par exemple pour les insectes, 1 plus R est le nombre d'individus que chaque individu va pouvoir produire à l'année suivante. Si R est négatif, chaque individu va produire moins de 1 individu, et donc ma population va décroître au cours du temps. Si R est positif, chaque individu va produire plus d'un individu, et ma population va augmenter dans le temps. Mais elle ne va pas augmenter de façon constante. Quand on multiplie R par P de T, et que P de T augmente, chaque année, le nombre de nouveaux individus va également augmenter. Et c'est ce qu'on appelle une croissance exponentielle. Mais dans la nature, on ne va jamais avoir une croissance exponentielle illimitée. Chaque système va avoir une capacité limite au-delà de laquelle les ressources ou simplement la place va venir à manquer. Lorsqu'une population va approcher sa capacité limite, qu'on va noter K, sa croissance va donc ralentir et éventuellement se stabiliser. Par exemple, imaginons qu'une population parte du centre de mon carré à l'écran et s'étende au fur et à mesure à partir des cases occupées. Au début, on va avoir une croissance assez faible, car ma population de départ est elle-même faible. Comme j'ai de plus en plus de cases occupées dans le temps, la population va augmenter de plus en plus vite,
comme dans la croissance exponentielle. Mais si mon espace est limité, je vais avoir de moins en moins de cases disponibles et ma croissance va alors ralentir jusqu'à occuper tout l'espace. Et ça, c'est ce qu'on appelle une croissance logistique. Et on peut la modéliser à l'aide de l'équation suivante. P de t plus 1 égale 1 plus R fois 1 moins P de t sur K, le tout multiplié par P de t. Alors, on va faire tourner quelques simulations pour voir un peu ce qui se passe en fonction des paramètres et notamment du taux de croissance. Comme d'habitude, je t'ai mis en description un lien vers le blog où tu pourras télécharger le code qui me permet de faire tourner ces simulations. Imaginons que j'étudie une population avec une capacité limite de 1000 individus, qui commence avec une population initiale, à l'année 0, de 10 individus seulement. Si R est relativement petit, de l'ordre de 1 par exemple, on voit qu'on retombe sur une courbe similaire à celle de tout à l'heure avec une forme en S typique. Si j'augmente un peu R, par exemple à 2,3, on commence à avoir des résultats assez intéressants. Quand on approche de la capacité limite de 1000 individus, comme R est assez grand, la population totale va éventuellement dépasser cette capacité limite. L'année suivante, la population va donc diminuer et repasser éventuellement en dessous de cette capacité limite. Elle va alors réaugmenter pour repasser en dessus, puis en dessous, puis en dessus, puis en dessous, etc. Et on va donc observer un cycle qui va osciller autour de ma capacité limite. Si je continue à augmenter R, par exemple jusqu'à 2,5, je vais observer des cycles de plus en plus complexes, mais toujours réguliers. Mais c'est pas tout. Si je continue à augmenter R jusqu'à dépasser une valeur d'environ 2,6, j'obtiens des variations de population qui n'ont l'air d'avoir ni queue ni tête. Et si je change un tout petit peu ma population initiale ou si j'augmente un tout petit peu ma valeur de R, je vais obtenir un résultat complètement différent. Et pourtant, j'utilise exactement la même équation qu'avant, qui est déterministe. Donc si je pars avec exactement les mêmes paramètres, par contre, mon résultat, lui, ne change pas. Bien, c'est ça qu'on appelle le chaos. Quelque chose qui a l'air aléatoire, mais qui ne l'est pas, et qui présente une très forte dépendance aux conditions initiales. Et une étude parue en 2022 a justement compilé une large base de données pour plusieurs groupes taxonomiques et a étudié la dynamique des populations pour ces différents groupes. Par exemple, sur cette figure, il montre des exemples de deux types de populations. Des populations qui présentent un comportement chaotique et des populations qui présentent un comportement aléatoire. Et on voit bien qu'il est très difficile de distinguer visuellement lesquels sont chaotiques et lesquels sont aléatoires. Alors, je te laisse mettre en pause si tu veux essayer de faire la distinction et je te mets la solution en commentaire. Tu me diras si tu avais trouvé ou pas. Pour mieux comprendre ce que c'est que le chaos, on va s'éloigner un petit peu d'écologie et partir vers la physique. Un système qu'on a tous étudié au collège, c'est celui du pendule. Avec une simple petite équation, on peut prédire la vitesse et la position de notre pendule à n'importe quel moment dans le futur si on connaît sa position initiale. Et même si on change un petit peu cette position initiale, on va voir un résultat qui va être quand même très proche de ce qu'on avait prédit. Si on ajoute une deuxième branche au pendule, l'équation devient bien sûr un petit peu plus compliquée, mais reste du domaine de la physique. On devrait donc toujours pouvoir assez facilement prédire la position et la vitesse de l'extrémité de ma deuxième branche à n'importe quel moment. Et bien pourtant, une toute petite modification dans la position initiale de ce pendule va venir complètement modifier son mouvement, bien que celui-ci n'ait rien d'aléatoire. Et le chaos est tout autour de nous dans la nature. L'étude de tout à l'heure a montré que 30 à 50% des populations étudiées présentaient des dynamiques chaotiques. C'est surtout le cas pour les insectes et les planctons, et moins pour les mammifères et les oiseaux, ce qui est cohérent avec le fait que les insectes et les planctons vont avoir des taux de croissance beaucoup plus élevés. Par contre, d'un point de vue gestion de l'environnement, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup plus de mal à faire des projections sur le long terme qui soient suffisamment fiables pour ces espèces. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors si le sujet du chaos t'intéresse, je t'ai mis plus de détails ainsi que des codes que j'ai utilisés pour les simulations dans le billet de blog, je t'ai mis le lien en description. J'espère que cette vidéo un peu mathématique t'aura plu et t'aura peut-être donné une perspective un peu différente sur la façon dont la nature peut changer, ou peut-être t'aura simplement permis de mieux comprendre Jurassic Park. Professeur Sattler, je ne peux pas croire que vous ne soyez pas familiarisé avec le concept de l'attraction. Si c'est le cas, fais-le moi savoir en mettant un j'aime, en t'abonnant ou simplement en laissant un commentaire. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.